je veux utiliser mon parcours d'enseignante pour rentrer dans le système éducatif et à la manière du cheval de Troie, après, pouvoir bien mettre en place des projets écologiques et une évidence à l'éducation et au développement durable. Hi everyone and welcome to the first video of a series that will explore the life of the people who are trying to make a difference to face the ecological crisis. Today we are meeting Solène, a French national living in Taiwan, and she is an environmental educator. It's my first interview, so please be sympathetic. It's not perfect. All right, enjoy! Alors, bonjour Solène. Ça va ? Ça va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te demander quel est ton plat taïwanais préféré ? Wow, là comme ça, à chaud, je dirais juste un cheese dumpling. Très bon choix, j'adore. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Eh ben, je m'appelle Solène, j'ai 36 ans, j'habite à Taïwan depuis 15 ans et j'aime bien dire que je suis jardinière, bien que ce ne soit pas seulement mon seul travail. Je suis aussi professeure de français langue étrangère, travail que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Et je me suis maintenant orientée vers le français langue de scolarisation. Donc j'aide les élèves à l'école du LIFT, le lycée international français de Taipei, à aider les élèves allophones qui parlent zéro français à rentrer dans le système éducatif français en leur enseignant le français de base et comprendre les consignes, etc. Et à côté, depuis maintenant 7-8 ans, je mène un projet que j'ai appelé Concrete Garden, qui en fait a pour ambition de développer les espaces verts en milieu urbain. Et comment t'en es arrivé un peu à tout ça ? Est-ce qui t'a donné envie de 1 d'aller vers l'éducation et de 2 vers tout ce qui est jardin, nature, etc. Alors j'ai décidé d'être enseignante. Déjà j'avais toujours aimé enseigner, transmettre. Et puis en fait je me suis rendu compte quand je suis arrivée à Taïwan que moi j'avais fait des études de sculpture et il n'y avait pas forcément d'offres professionnelles dedans, enfin, à Taïwan. Et puis finalement quand on est étranger on peut enseigner facilement sa langue, on peut avoir un visa à Taïwan. J'ai tenté et j'ai adoré, donc je suis rentrée dans l'éducation comme ça. Ensuite pour le jardinage, c'est venu d'une réflexion qu'une amie en fait a entamé pour moi et elle m'a demandé mais pourquoi tu vas pas vivre en banlieue plus verte à Taïwan si t'aimes tant les plantes. Faut-il forcément aller vivre à la campagne ou dans un milieu semi-urbain pour être dans la nature? Est-ce que c'est la seule approche? Et très vite je me suis rendu compte que d'une part les gens qui faisaient ça, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étendaient la ville, ce qu'on appelle en anglais le urban sprawling. Et donc c'est un vrai danger, une menace pour l'environnement, pour la nature, pour ce qu'il en reste. Cela dit, en passant, ici c'est la nature aussi, en fait, la ville fait partie de la nature, il ne faut pas qu'on les sépare. Et je me suis aussi dit qu'il y avait énormément d'avantages à vivre en ville. Donc il ne faut pas soit faire le choix de la nature ou faire le choix de la ville, on peut mêler les deux. Et donc d'où mon projet Concrete Garden, je me suis dit, en fait on va essayer de développer les jardins en milieu urbain. Voilà. Super, c'est trop bien. Je vais changer de position parce que je suis en train de mourir. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que tu fais avec les enfants ici peut-être ? Alors je peux même t'expliquer rapidement l'évolution de ce projet. Donc j'ai commencé, moi je connaissais que Puig en fait en plantes, je les ai achetées au jardin, enfin au magasin et elles sont toutes mortes comme tout le monde à peu près. Et en fait là je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de formation et éducation. Donc très vite je me suis formée et en parallèle je testais à créer des jardins pour des restaurants ou pour des particuliers. Des espaces comme Acid Lab, qui est un collectif d'artistes, des restaurants qui avaient des terrasses où ils voulaient tous un petit jardin. Et en fait, c'était gratuit. C'était vraiment pour moi expérimenter. Ils me donnaient le temps que je voulais. Et je me suis vraiment rendu compte de la nécessité d'apprendre. En fait, on ne connaît pas les plantes. On ne sait pas comment on fait pousser et garder en vie des plantes. Donc, assez rigolo.
Ouais. Et donc, j'ai fait des formations et en même temps que je faisais des formations, je proposais des ateliers en collaboration avec des cafés et des restaurants pendant les heures creuses. Et de là, en fait, j'ai commencé à tâter un peu, voir qui était intéressé par l'apprentissage du jardinage et qu'est-ce qui les intéressait dans le jardinage. En milieu urbain, hein, on a affaire à des citadins. Et en fait, au bout de 2-3 ans, comme tout le monde, paf, Covid. Donc toutes les collaborations, tout ça, ça s'est arrêté. J'ai fait quelques ateliers en ligne, mais en fait, moi, j'avais tellement donné entre l'enseignement du français, là, à l'époque, c'était avec des adultes le soir, plus le week-end, des ateliers pour le jardinage, plus la journée, je faisais des jardins. J'ai fait un petit burn-out sans m'en rendre compte. Et en fait, le Covid est arrivé à un moment propice. Et j'ai décidé d'arrêter le temps qu'il fallait. Mais au moment où il y a eu le Covid, il y a eu plein d'écoles qui se sont rendues compte qu'il fallait absolument proposer des activités en plein air, dans la nature, avec les plantes aux enfants. Et c'est comme ça que, en fait, je suis passée d'un public adulte, citadin, qui venait manger un brunch et apprendre en même temps à planter des aromates, à et si tu enseignais le jardinage aux enfants dans une perspective d'éducation au développement durable et dans l'idéal pour leur enseigner de nouvelles habitudes, une nouvelle façon d'appréhender leur relation avec la nature, le vivant. Et est-ce que les enfants sont positifs? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les saoule? Alors il y a un avant, un pendant, un après déjà, et puis il y a différents âges et il y a différentes choses à faire. Donc je leur propose jamais une seule activité. Il y a tellement de choses à faire, on peut trouver à faire. Après, il y a un autre aspect intéressant, c'est culturel, c'est le côté culturel. En France, on n'a pas peur de se salir, on n'a pas peur des petites bêtes. On va les regarder, on va les prendre. Et je vois bien que dans cette école, on a différents biographies culturelles, on pourrait dire ça comme ça. Pour les élèves qui ont dans leur culture peut-être une expérience peut-être de la campagne française, ils sont beaucoup moins peureux et plus curieux finalement d'aller vers le vivant. Les enfants qui ont vécu principalement en ville avec les moustiquaires et dont les parents peuvent peut-être leur dire non, touche pas, c'est sale. En fait, la moindre petite chose vivante, ça va leur faire peur. En fait, moi, j'ai eu quelques enfants parce que du coup, j'ai enseigné le jardinage, comme j'appelle ça gentiment, mais c'est l'éducation au développement durable, de 3 ans à l'université, à TAIDA, à National Taiwan University. Donc j'ai tout vu quand même. Et il y en a beaucoup très jeunes qui vont me dire est-ce que je peux me laver les mains. Ouais. Donc voilà, il y a déjà des différences. Par contre, ce qui est super chouette, c'est que quand tu leur montres qu'il ne faut pas avoir peur, c'est toi qui montres, hein, tu prends un verre de terre dans ta main, tu prends des mille-pattes, tu prends les abeilles. La dernière fois, je leur ai montré, on peut s'approcher. Si on y va doucement, elles n'ont pas peur et donc elles ne piquent pas. Enfin, parce qu'il y en a qui ont vraiment peur de se faire piquer par une abeille. Et ben ils apprennent. Et limite c'est un peu badass, tu sais, ils sont là, moi je veux le faire aussi, je suis cool. À moi qui ai de vrais traumas ou des phobies, et là dans ces cas-là, faut pas forcer. Souvent si tu leur montres, tu leur donnes l'exemple, ils ont moins peur. Il faut les accompagner, il faut leur montrer. Et très vite ça va changer. Toi, quand tu es avec les enfants, qu'est-ce que tu préfères dans l'interaction avec eux, qu'est-ce qui t'anime le plus? Plusieurs choses. Déjà, honnêtement, j'aime bien quand on arrive à avancer dans le jardin. Parce que, en fait, ça déchante un petit peu quand même à un moment les gens. Ils se rendent compte que le jardinage, c'est sympa. Mais en même temps, c'est beaucoup de répétition et d'entretien. Donc il y a du désherbage si besoin, il faut faire du paillage, il faut arroser. C'est pas juste récolter. Enfin, si on veut récolter, il faut que la plante ait les conditions idéales. Donc il faut quand même accepter cette vérité, cette réalité. Maintenant, ce que j'aime vachement avec, entre autres, les enfants, c'est leur capacité éventuellement à retenir le nom des plantes, les identifier avec les feuilles, les odeurs, et pouvoir en fait l'enseigner, le transmettre aux grands. Donc j'ai eu des petits de 4 ans l'année dernière, ils ont découvert la verveine citronnée, notamment, ils ont adoré, comme tout à l'heure. Et quand ils se lavaient les mains, à un moment ça sentait un peu le citron. J'ai une petite qui vient me voir. Ah,
J'ai les mains qui sentent la verveine citronnée. Et c'est génial. Et cette même petite, à un moment donné, le week-end, elle était avec ses parents, elle a vu de la verveine et elle a sorti ce nom à ses parents. Ses parents ne l'ont pas cru. Ils ont utilisé une app pour reconnaître la plante et c'était de la verveine citronnée. Elle avait 4 ans. Et elle pouvait leur dire, comme les petits CP, parce qu'on a fait des tisanes la dernière fois, ça c'est bien pour dormir, ça aide à dormir. Donc ils apprennent en fait des notions que tu n'apprends pas à l'école. Ouais. Ça peut ouvrir à des nouveaux centres d'intérêt, ça peut les aider pour les élèves allophones à comprendre un mot sans même le connaître peut-être dans leur langue et même passer par la langue en fait. Ça a une odeur, c'est un visuel. C'est génial. Moi, si j'arrive à faire ça, je suis contente. Maintenant, pour les plus grands, les ados par exemple, ou les adultes, qui peuvent être là, pourquoi faire, jardinage, etc. J'aime bien reposer la question autrement. Je leur dis, pour être en vie, on a besoin de quoi? Alors, évidemment, on me sort la thune, un lit confortable, la climatisation, ça je l'ai déjà eu. Et pour vraiment être vivant, on a 4 besoins vitaux. Dormir, respirer, boire, manger. Et t'en as 3 sur 4 directement liés aux plantes. Et souvent, là, il y a quand même un déclic. Ouais. L'année dernière et l'année d'avant, j'avais des ados au collège. Et au début, c'était vraiment main dans les poches, limite, je flippe dès que je vois une araignée. Et en fait, l'année d'après, ils étaient dedans. Et moi, de voir en fait cette évolution, même si tu vois par exemple le jardin, il n'est pas forcément en super état parce que bon, il y a toujours des problèmes ici et là. Et s'ils apprennent à peu près à gérer un jardin, à comprendre comment ça fonctionne, à pouvoir diagnostiquer ce qu'il faut faire maintenant ou pas, et à s'y mettre, je rentre chez moi heureuse. Tu vois. Là, moi, je pense que l'impact, il est au maximum de mon côté et c'est exactement ce que je voulais faire. Et du coup, ton enseignement, il fait partie d'un cadre du gouvernement ou c'est les directeurs ici qui ont décidé de... Toutes les écoles internationales, elles vont avoir une pression en général des parents qui sont à profils internationaux et qui souvent vont chercher à avoir plus d'écologie, développement durable dans l'éducation. Selon le curriculum que les écoles suivent, elles vont avoir en fait cette nécessité d'enseigner ce thème, l'éducation au développement durable, qui est un thème transversal. C'est-à-dire que ce n'est pas une discipline en soi, mais en fait ça peut toucher à toutes les disciplines. Pour le gouvernement français, ça s'appelle EDD, c'est l'éducation au développement durable. C'est un thème fondamental à enseigner, autant que la santé, l'alimentation, il y en a 6 au total. Pour les écoles internationales, en plus de la pression des parents, en fait, il y a tout ce qui... C'est entre le greenwashing et en fait du bon sens. Il y a les écolabels. Donc elles doivent obtenir des écolabels pour aussi avoir des parents satisfaits du curriculum et de la mission de l'école. Parfois c'est une vraie volonté de l'école, parfois c'est vraiment plus il nous le faut parce que nos clients, les parents ne sont pas forcément contents si on ne l'a pas. Mais ça fonctionne comme ça, hein, c'est la carotte ou le bâton, quoi. L'éducation au développement durable, c'est le système français, c'est la réponse française au programme de l'ONU qui est les objectifs de développement durable. Donc il y en a 17, en anglais c'est les SDGs, the Sustainable Development Goals. En réponse au programme de l'ONU, Taïwan, donc qui ne fait pas partie de l'ONU, a proposé NEED, donc c'est enseigner aux nouvelles générations l'écologie. Okay. Et donc ils enseignent les ODD, les objectifs de développement durable, à tous les cycles. Donc en fait il y a une omniprésence de ce thème, de cette nécessité à aborder l'écologie, le développement durable et les conséquences de nos actes, de nos activités, qui soient en adéquation ou pas avec les ODD. Maintenant, je voudrais un peu évacuer les questions qu'on a dû te poser 1000 fois depuis que tu es à Taïwan. Pourquoi Taïwan? Je suis venue parce que je voulais vivre à l'étranger. Je travaillais dans un magasin de thé, chez Madame O. Et j'avais une collègue française, une hongkongaise, une taïwanaise et une chinoise. Ah oui, d'accord. Et en fait, quand j'ai dit que je voulais
vivre à l'étranger. Les 3 copines et collègues asiatiques m'ont dit Chine, je suis pas sûre que tu sois prête. Hong Kong, c'est une grosse ville et bon, c'est pas si différent que ça. Je suis pas d'accord d'ailleurs. Et après, la collègue taïwanaise m'a dit ah non, mais tu vas kiffer Taïwan. Et du coup, pendant le Nouvel An chinois, en fait, je suis venue à Taïwan pour prendre des vidéos de comment ils célébraient le Nouvel An. Et j'ai en même temps regardé un petit peu comment c'était. Je me suis dit ouais, c'est pas mal. Donc je suis revenue après mes études genre en juin, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait rester à Taïwan? Taïwan, c'est sous-estimé par la plupart des gens dans le monde, et tant mieux. Parce que comme ça, du coup, ça garde sa pureté, son authenticité. C'est pas une île, je pense, qui fait rêver pour le tourisme, comme on l'entend, du style les plages, comme en Thaïlande, ou les temples et peut-être les traditions de folie, comme au Japon ou en Inde. Mais pour y vivre, la qualité de vie, c'est sûr. C'est sûr pour les femmes. Jamais je me suis fait vraiment harceler comme... Enfin, je viens de Paris, donc voilà. C'est propre, c'est pratique. Je crois que c'est la devise nationale ici. Gentillesse, les Taïwanais sont extrêmement gentils. Et c'est pas parce que j'arrive et que je connais pas les traditions, les façons d'être. Mais c'est vrai que comme on est dans une culture où on est dans la non-confrontation, c'est vrai qu'ils ont tendance à plus soit éviter, soit sourire. Mais c'est rarement on va te rentrer dedans. Et en fait, quand on vient de France, surtout quand on vient de Paris, où on est quand même usé pour beaucoup et on se rentre facilement dedans dès le premier RER à 8h, là, ça change, quoi. Il y a une vraie douceur de vivre. On est d'accord. Alors Taïwan, c'est merveilleux, mais il y a aussi des problèmes, on va dire. Et est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés? Je pense plutôt à ton activité, mais ça peut être d'autres obstacles que tu as pu rencontrer pour avancer, toi, dans ta vie de manière générale. Est-ce qu'il y en a eu ou pas du tout? Il y en a eu. Moi, je dirais la vraie difficulté, c'est la langue. Si vraiment on veut pouvoir vivre à Taïwan et faire l'activité que je fais, c'est-à-dire enseigner à des gens le jardinage, il va falloir quand même parler leur langue. Autre chose, je crois que ce serait un peu la même chose qu'en France. On a plus de campagnes de sensibilisation, on a même beaucoup de podcasts maintenant, d'émissions radio sur l'écologie, le développement durable, les nécessités de changer nos habitudes. Ici, ça reste quand même, je trouve, inexistant. Après, peut-être que je ne les connais pas. Il y a une vraie sensibilisation aux questions et enjeux climatiques et environnementaux qui reste à faire, en fait, tout simplement. Et ce que j'aimerais faire en développement durable, avec des adultes, disons, on n'y est pas du tout. Pour eux, c'est peut-être, non, moi j'aimerais juste garder ma plante en vie à la maison. Je suis loin de vouloir faire un système holistique où je récupère mon eau de pluie, je fais mon compost. Pas du tout. Par contre, avec les écoles, beaucoup plus. Puisque c'est pédagogique, puisque c'est éducatif, mais alors là, c'est OP, quoi. Par contre, il ne faut pas que ce soit sale. Là, ça aussi un problème, mais ça, c'est propre à toutes les villes. C'est propre à toutes les villes. On veut des villes hyper hygiéniques, voire aseptisées, je le comprends. Il y a une véritable éducation à faire aussi aux salles. Et là, c'est pas propre juste à Taïwan. Encore une fois, propre. Par exemple, les écoles internationales, comme il y a quand même une volonté d'attirer des familles aisées, avoir quelque chose de sale, ça fait un peu pas riche, pas aisé. Voilà, donc l'éducation au développement durable, oui, mais de manière propre, de manière marketing, de manière instagrammable. Voilà, c'est ça que j'ai. Les difficultés que je rencontre, peut-être dans l'éducation au développement durable, c'est plus soit le budget, soit peut-être les missions de l'école, soit aussi la volonté des professeurs qui se confrontent à le temps. Est-ce qu'ils ont assez de temps? Est-ce qu'ils ont assez d'organisation pour mettre ça en place?
Plus de manière générale, est-ce que toi, tu as un conseil ou une action ou plusieurs actions que tu estimes être les plus efficaces ou les plus prioritaires? Peut-être nos viewers pourraient s'inspirer, se dire « Ah, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Ce genre de choses. Je crois qu'honnêtement, alors là du coup on n'en a pas vraiment encore parlé dans ces termes-là, mais la vraie chose à faire, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est de prendre le temps de voir notre façon de consommer, de voyager, notre façon de vivre et être honnête. Est-ce qu'on veut changer ou pas et pourquoi ? Parce que, en fait, moi j'ai toujours un peu cette crainte qu'on force un peu les gens. Si tu les forces, tu vas créer forcément des amertumes, des tensions, des frustrations. Et en fait, il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic, c'est plus, il faut être raisonnable, il faut pouvoir raisonner aussi. Et très rapidement, on va réaliser, est-ce que moi, je peux ou pas accepter de faire ce changement-là. On n'est pas obligé de tous changer de la même manière. J'entends qu'en France, effectivement, il y en a énormément qui ont réussi et qui veulent ne plus prendre l'avion, mais ils peuvent se le permettre. On a des trains à gogo, on en a plein, on a la voiture aussi, on peut faire du covoiturage. Le covoiturage, ça n'existe pas. À Taïwan, c'est un concept qui n'existe pas. Moi, quand j'étais au Chili, il y avait du covoiturage de taxi, c'est un taxi collectif. Tu ne sais jamais à quelle heure tu vas arriver à ton rendez-vous, mais ça fait partie de la culture. Donc ça peut être les transports. Donc comme je disais, les Français, il y en a plein qui prennent plus l'avion, mais très bien. Mais nous, on est sur une île, c'est compliqué. On est obligé de prendre l'avion à un moment donné. On a aussi, par exemple, la nourriture. Il y en a qui aiment la viande. Il faut peut-être manger plus intelligemment. Peut-être manger du produit local, élevé dans des conditions relativement écologiques. Peut-être pas en abuser, ou peut-être réduire. J'ai été pendant plus de 10 ans végétarienne, j'ai même essayé d'être végane pendant un temps, juste pour tester. Et je pense que c'est bien de se confronter, de se tester soi, voir qu'est-ce qui va fonctionner avec toi. On ne demande pas à tout le monde de devenir végétarien. Nous, à Taïwan, on a plein de nourriture, des substituts de viande. C'est plus facile. Tu dois faire en fonction de toi. Tu dois faire en fonction de ton évolution. Tu vas peut-être pas faire toujours les mêmes choses. Et tu dois faire en fonction d'où tu es. Voilà, donc là-dessus, il faut bien observer. Et sois honnête avec toi-même. Il y a des fois, on prend des décisions, on se cache un petit peu derrière, genre « Ouais, non, mais moi, il faut absolument que je voyage parce que... Enfin, je peux pas arrêter l'avion parce que... » Peut-être que le vrai problème, finalement, c'est pas que tu as besoin de vacances, que tu as besoin d'aller loin, c'est que tu es juste claqué, que tu dois changer de taf, quoi. Donc, être honnête avec soi-même et faire ses propres choix. Et qu'on nous foute la paix si on ne fait pas les mêmes choix. Je veux dire, la nature, elle a plein de façons d'évoluer. Je pense que les gens, à chaque fois qu'on leur impose une règle, une façon de faire, ça se passe toujours très mal. Donc, à chacun sa façon de faire, mais soyons honnêtes, on essaie de le faire. Dernière question, après je te libère. Comment tu vois Concrete Garden ou ton activité de manière générale, ou même toi-même, évoluer dans les prochaines années, on va dire peut-être les 5 prochaines années ? Je répondrai en 3 mots, cheval de Troie. Voilà, ça te va ? Non. Donc, je suis rentrée dans l'éducation et je vois que l'éducation a besoin et a envie d'avoir plus de développement durable, de projets qu'on appelle pédagogie de projet. C'est-à-dire que tu fais un projet au lieu de apprendre et ensuite tu fais quand tu taffes, quoi. Là, c'est t'apprends en faisant. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser mon parcours d'enseignante via la langue, le français langue étrangère, de scolarisation, pour rentrer dans le système éducatif. Donc là, c'est le système éducatif français, mais ça peut être dans d'autres. Et à la manière du cheval de Troie, après, pouvoir, tu vois, bien mettre en place des projets écologiques et une évidence à l'éducation et au développement durable. Cette année, je suis référente EDD, mais l'année prochaine, je le serai, mais je veux vraiment mettre des choses en place. Parce que cette année, j'ai un peu observé et j'ai vu comment c'était... ça a besoin que je pousse des coudes un peu quand même. Je ne peux pas faire les choses moi-même. Il va falloir que, en fait, tout le corps enseignant et même la communauté scolaire, ça veut dire les administrateurs,
l'école en soi, l'établissement, les parents, les fournisseurs, les collaborateurs, les investisseurs, ils en soient, enfin, qui s'y mettent quoi, en fait, hein, ils en soient conscients et qui s'y mettent. Donc ça va prendre du temps. Donc dans les 5 prochaines années, j'aimerais bien voir ce qui peut être fait, ce qui peut fonctionner. Eh ben, écoute, c'était super. Merci beaucoup pour toutes ces nouvelles idées, ces nouvelles perspectives. Et bon courage pour la suite. Et vraiment, tout le monde, faut pas se mettre trop de pression, faut juste être un petit peu conscient qu'il y a besoin de changer, mais après, il faut trouver ses propres décisions, ses propres solutions. Ce sera le mot de la fin, c'est très bien. And that's it. I hope you enjoyed the video and what Solène had to share. I think her experience in the schools are very interesting and deserve to be spread throughout Taiwan. Let me know in the comments if you have any questions and maybe if you have an idea of who I should interview next. I have plenty of ideas, but just in case. And thank you for watching. Bye!